What's up bro? Vous aimez les bananes? Eh bien vous n'imaginez peut-être pas à quel point les bananes ont eu une histoire géopolitique incroyable. Aujourd'hui, on va parler de l'époque où la banane était le symbole d'une mainmise affreuse sur l'Amérique centrale. C'est de là que vient l'expression problématique République bananière, dont on va questionner aujourd'hui les origines, aussi bien que son sens actuel. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Commençons par rappeler le contexte de cette vidéo. Ce mercredi 6 janvier 2021, des centaines de pro-Trump se revendiquant ostensiblement de divers groupes aisément repérables comme extrême droite et suprématistes blancs, franchissent les portes du Capitole de Washington, un des trois piliers de la constitution séculaire états-unienne. On l'oublie parfois, mais leur constitution est plus vieille que la nôtre, et tentent d'influer sur la certification officielle du président Joseph Robinette Biden Jr., c'est vraiment son nom, dit Joe Biden, comme 46e président des États-Unis. Ces individus affirment à de nombreuses reprises se baser en grande partie sur des déclarations répétées du président actuel et de nombreux membres de son parti dans lesquels il affirmait notamment que l'élection avait été truquée et que ses supporters ne devaient pas se laisser faire. 5 personnes y trouvent la mort, le vice-président Mike Pence est évacué, les déclarations de personnes choquées par l'événement se multiplient, puis un sacré nombre de mesures sont déjà enclenchées pour limiter les pouvoirs de Donald Trump qui est toujours actuellement président jusqu'au 20 janvier 2021, date de l'inauguration de Joe Biden. On entend parler d'insurrection, de tentatives de coup d'État, d'éventuelles ou inenvisageables démissions de Trump, d'une grâce présidentielle qu'il envisagerait de s'accorder à lui-même, du 25e amendement qui le priverait donc de pouvoir et le transférerait au vice-président, d'une seconde procédure d'impeachment qui serait donc une première historique, d'autant plus surprenante que c'est une procédure qui prend beaucoup de temps et qu'il reste moins de 2 semaines, mais aussi de théories du complot complètement délirantes, etc. Bref, c'est dingue ce qui se passe en ce moment outre-Atlantique. Et il suffit de regarder quelques reportages états-uniens et de sonder un peu le spectre politique via Internet pour se douter que tout ça, en réalité, ça a l'air quand même assez loin d'être complètement résolu ou complètement fini. Pourquoi cette contextualisation, vous me direz ? Parce que la réaction à chaud de plusieurs personnalités politiques, comme de journalistes, ça a été de dire « ces gens-là font passer les États-Unis pour, je cite, une république bananière, a Banana Republic ». Ma première réaction, ça a été d'être choqué. En fait, c'était ma deuxième réaction aussi. Je me suis dit « oula, mais elle craint un peu cette expression, non ? C'est que moi ou ça charrie tout un imaginaire à la limite de « heureusement que nous, les occidentaux, on n'est pas comme ça ». Ma réaction à chaud, ça a vraiment été de me dire « ouh, ça, on dirait bien une excuse d'occidentaux pour entretenir le mythe d'une supériorité démocratique presque naturelle ». Alors, dans les personnes qui ont utilisé cette expression après le 6 janvier 2021, il y a George Bush, fils 43e président des États-Unis. Et alors, ça a un petit peu plus attisé ma curiosité sur l'origine de cette expression, si vous voulez. Alors, c'est parti, d'où vient l'expression « république bananière » ? Je pose la question car il n'y a que comme ça qu'on en connaîtra peut-être le véritable sens. Et qu'on pourra voir si c'est toujours ce sens-là qui est utilisé aujourd'hui. Pour cette vidéo, je me base très largement sur le documentaire « La loi de la banane » de Mathilde Damoiselle que j'ai trouvé sur Arte. Tu veux dire que t'as tout pompé? Non, j'ai essayé de réécrire beaucoup. Et puis, trouver des sources fiables sur le sujet un dimanche après-midi, c'est pas facile. Et là, je vous présente tout de suite 2 personnages principaux de notre problématique, la United Fruit Company et la banane Gros Michel. Bah oui, au 19e siècle, il existe encore un sacré paquet d'espèces de bananes différentes. Mais la United Fruit Company va faire en sorte que ça devienne la seule espèce de banane du marché. Parce qu'elle est plus résistante et donc plus facilement exportable. Et donc elle rapporte plus d'argent. Comment une simple compagnie peut avoir le pouvoir de faire disparaître autant d'espèces de bananes différentes en quelques décennies? Vous aurez la réponse si je vous dis que c'est une des toutes premières multinationales de matières premières au monde. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En 1871, le gouvernement du Costa Rica, le Costa Rica c'est ici, demande à ce New-Yorkais, Miner Cooper Keith, de construire une voie de chemin de fer dans la jungle. Le projet n'aboutira pas, car il y a un krach boursier, le pays est ruiné, et donc 4000 ouvriers sont morts pour moins de 40 km de voies ferrées inachevées. Et inutilisable. Bon, déjà ça commence bien. Ah oui, mais attends, mais c'est très loin d'être fini. Miner aussi est ruiné, et il se dit « Mais attends,
La banane, c'est un produit de luxe quasi inconnu aux États-Unis. Ici, au Costa Rica, il y a toute la terre cultivable nécessaire. Si je maîtrise le transport de la banane, je peux devenir très riche. Mais évidemment, je simplifie. Il signe donc un accord avec le Costa Rica. Il dit « Ok, je finis la ligne de chemin de fer, mais à deux conditions. Que je puisse utiliser le train pour mes profits personnels et que vous me cédiez beaucoup de terres cultivables. » Et en 1903, rebelote au Guatemala. En échange de la voie de chemin de fer, cette fois, Miner Cooper Keefe demande encore plus de choses. Il demande toujours un paquet de bananeraies, plus encore se servir du train pour son profit personnel, mais il obtient aussi le contrôle du port principal du pays et de la ligne de télégraphe. Et ensuite, les autres pays d'Amérique centrale suivent. Et donc, subrepticement, la United Fruit Company prend le contrôle des organes principaux des différents pays de la région, avec une reproduction d'un schéma similaire. La dette du pays conduit à une privatisation de ses infrastructures principales, et la dette des plus pauvres contribue à entretenir les plus riches. Parce que oui, au fait, la United Fruit Company obtient quasiment toujours de ne pas payer d'impôts dans ces pays-là. Attends, moi je commence à avoir une impression de déjà vu en entendant parler de tout ça, moi. Trop bizarre. Reprenons. Et pourtant, la United Fruit Company est toute récente. Elle date de 1899. Et donc tout cela s'est développé à une vitesse absolument vertigineuse. Très vite, elle dispose de la plus grande flotte de transport maritime privé au monde. Et elle contrôle tous les maillons de la chaîne de production. Et pour l'époque, c'est totalement inédit. Et d'autant plus surprenant que, je cite, en 1890, aux États-Unis, personne ne savait ce que c'était qu'une banane. En 1914, vous pouviez acheter des bananes dans toutes les villes des États-Unis. En 1929, le grand patron meurt à la tête d'un empire gigantesque qui va jusqu'en Europe, où il a racheté un concurrent britannique, et il est alors à la tête des 3/4 de la production mondiale de bananes. Donc il y avait des concurrents quand même. Bah oui, mais c'était pratique. Ça leur permettait de contourner les lois antitrust états-uniennes. Et donc qui prend la tête de la compagnie? Bah pour aller vite, disons que c'est lui. Lui, c'est Samuel Zemurray. Un de ces portraits d'individus qui contribuent au mythe états-unien du self-made man. Il arrive à Ellis Island en 1892, il trouve une idée géniale qui va le rendre richissime, et il devient Sam the Banana Man, l'homme banane. Il est d'abord un concurrent gênant à la tête de la Cuyamel Company. Alors la United Fruit Company rachète la Cuyamel Company pour 30 millions de dollars en actions, et Zemurray devient alors un actionnaire majeur de la United Fruit Company. Et en 1933, il renverse le conseil d'administration et il prend la tête de l'empire de la banane. On dirait du Shakespeare là. Ouais, bah tu trouves ça encore rigolo parce que t'as pas encore tout entendu. Après la Seconde Guerre mondiale, les importations de bananes aux États-Unis, curieusement, c'est pas trop la tendance. Alors Zemurray veut redynamiser tout ça et il confie cette charge à Edward Bernays. Oui, c'est le neveu de Sigmund Freud, mais c'est avant tout un publicitaire. Dans les années 20, par exemple, c'est lui qui avait fait fumer les États-Uniennes en leur vendant la cigarette comme un instrument d'émancipation. Et merde! J'avais déjà entendu cet argument d'émancipation par la cigarette. Et bon, ça remet quand même les choses en perspective de se dire que cette idéalisation soi-disant politisée de la cigarette, eh bien ça vient juste d'une campagne publicitaire pour doubler les profits, pour doubler le marché de la cigarette. D'ailleurs, dans son manifeste bien nommé Propaganda, Bernays plaide en faveur de, je cite, la manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions des masses par une minorité éclairée. Fin de citation. Et il va donc faire de la banane le fruit du rêve américain. Par le biais de pubs, d'articles, de chansons, et surtout par le biais de cette mascotte que vous avez peut-être déjà vue, la Señora Chiquita Banana, qui se produit dans des clips hyper racistes, et qui est alors créée pour surfer sur une tendance de l'époque, pas le racisme, Carmen Miranda, comme dans The Lady in the Tutti Frutti Hat. Je vous invite à regarder le clip, ça vaut le détour. Bon, tout ça, c'est la success story version états-unienne. Maintenant, on va changer de filtre et on va partir pour l'Amérique centrale. Poétiquement surnommée par la compagnie
Banana Land. Non, non, hein, je déconne pas. On oublie les frontières, les États, les peuples, et on envisage tout ça comme le vaste territoire de la compagnie, participant à cette conception assez étendue que l'Amérique centrale constituerait comme une extension naturelle des États-Unis. Et donc très vite, quasiment toutes les terres agricoles de ces pays sont consacrées exclusivement à la culture de la banane. L'idée, c'est de former un véritable empire centra-américain. Au Panama, au Costa Rica, la compagnie fait expulser des paysans des premiers peuples. On est au début du XXe siècle, hein. Enfin bon, tu me diras, aujourd'hui, il y a des petits planteurs qui refusent de vendre leurs bananeraies. Eh bien, la United Fruit Company baisse considérablement les prix de la banane et menace de conduire ses petits producteurs à la ruine. Elle s'approprie ainsi des centaines de milliers d'hectares de l'Amérique centrale. Et puis c'est pas fini, parce qu'évidemment, il y a aussi ségrégation. Dans une compagnie où donc les cadres et les contremaîtres sont blancs, contremaîtres qui apportent dans leur bagage une nostalgie de la culture esclavagiste des États du Sud, les ouvriers sont considérés comme un stock. Quand la compagnie les fait venir par dizaines de milliers de Jamaïque, elle se base sur des stéréotypes raciaux et considère ça comme une importation, comme on importe une matière première. Alors oui, la United Fruit Company construit des villages, des écoles, des hôpitaux. Surtout dans ses publicités. L'idée qu'elle veut véhiculer, c'est qu'elle est à l'origine du progrès et du développement de ces pays qui en ont tant besoin. Tiens, décidément, j'ai beaucoup de sentiments de déjà-vu aujourd'hui. Mais le salaire, c'est des bons d'achat dans des boutiques de la United Fruit Company. Sur les propriétés de la United Fruit Company, la seule loi qui s'applique, c'est la loi de la United Fruit Company. La compagnie emploie des veneneros, des empoisonneurs, donc en fait pour asperger les bananiers de pesticides. Ils deviennent rapidement bleus et souvent ils meurent. Évidemment, les syndicats sont interdits. Il y a une grève en Colombie, à Santa Marta. On fiche l'opposant politique comme un criminel dangereux, on diffuse son portrait et on envoie l'armée. Plus de 1000 morts. Et c'est pas fini. En 1944, il y a une révolution au Guatemala. Jusque-là, le dictateur, Ubico, était presque officiellement le meilleur ami de la United Fruit Company. Il croyait au plus bas salaire possible et au travail forcé pour les pauvres. Qu'est-ce qui s'est passé entre 44 et 51? J'en sais rien, mais on n'a pas le temps. Mais en 1951, donc, le colonel Jacobo Arbenz accède au pouvoir après des élections libres. Et il commet l'audace de confisquer des terres de la United Fruit Company, qui détenait pourtant les 2/3 des terres agricoles du pays. Alors ils ont fait quoi, à votre avis, la United Fruit Company? Eh bien, le nouveau dirlo, il sait faire. Si un chef d'État l'empêche de combiner ses affaires, il le renverse. Parce que oui, hein, il l'a déjà fait, en 1910, au Honduras. Cette fois, il fait appel à Bernays, son monsieur publicité, qui a l'idée d'en faire le problème national des États-Unis plutôt que le problème d'une compagnie privée. Bernays écrit donc un film de propagande, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, et le dirigeant du Guatemala devient donc aux yeux des États-Unis un dangereux communiste, de plus en pleine guerre froide, et dont il faut donc se débarrasser au plus vite. En plus, ça tombe bien, Bernays est pote avec des journalistes. Alors, il manipule les articles dans ce sens. L'idée de Bernays, c'est la réalité, c'est l'histoire que tu vends. Ça y est, maintenant moi aussi j'ai une impression de déjà vu. Ah bah tu vois, mais c'est pas tout. Parce que ces trois-là, ils sont à des postes clés du gouvernement du nouveau président Dwight Eisenhower, 34e président des États-Unis. Ces deux-là sont d'anciens proches conseillers juridiques de la compagnie, et lui en est un lobbyiste et sa famille est une actionnaire historique de la United Fruit Company. Eh bien, lui est secrétaire d'État, lui est ambassadeur aux Nations Unies, et lui, il est tout simplement chef de la CIA. Et de la même manière que la CIA renverse le gouvernement d'Iran en 1953, ils se disent qu'ils vont faire pareil au Guatemala. C'est l'opération Success. Ils choisissent un opposant qu'ils placent à la tête d'une armée de libération nationale, qu'ils entraînent et dont ils placent les bases arrières sur les terres de la United Fruit Company. En juin 1954,
Ils bombardent la capitale Guatemala City, ils font démissionner Arbenz et placent le colonel qu'ils avaient choisi à la tête du pays. Alors là, je pense que le moment est opportun pour évoquer le terme d'ingérence. L'ingérence, c'est pas quand tu peux pas gérer, hein. C'est quand un État ou un autre acteur, par exemple une multinationale, plonge les mains dans les affaires internes d'un autre État et veut le recomposer un peu à sa sauce. Très grossièrement. Pour vous donner une idée des conséquences désastreuses de cette intervention, elle a donné suite à 36 ans de guerre civile, de 1960 à 1996. C'est hyper récent. Cette guerre civile a causé plus de 100 000 morts. Et le documentaire évoque même le génocide des Mayas. Ce qui me choque le plus, c'est que j'étais même pas au courant. Et encore une fois, tout ceci se reproduit ailleurs, aujourd'hui, avec d'autres acteurs. Voilà, hein, je vous avais prévenu, cette histoire de Banana Man et de Bananaland, au début, ça peut faire sourire, mais en fait, c'est assez abominable. En 1961, la United Fruit Company meurt. Mais une autre compagnie naît, la Chiquita Brand. Au moment du documentaire, la Chiquita Brand était poursuivie en justice au motif d'avoir financé des groupes paramilitaires en Colombie. Quand tu dis des groupes paramilitaires, tu veux dire des mercenaires? Y a moyen, non? C'est peut-être pour ça qu'on parle de régiment de bananes. Le pire, c'est que maintenant je me dis que c'est possible. La banane Gros Michel disparaît suite aux nombreuses maladies qui l'attaquent dans les années 60. Ces maladies sont dues à son exploitation massive et à la monoculture. La banane Cavendish, développée par la compagnie concurrente Dole, la remplace dans les années 60. Dole deviendra la nouvelle compagnie maîtresse de la banane. Et c'est aujourd'hui la banane Cavendish que l'on retrouve partout. Mais aujourd'hui, à son tour, la banane Cavendish est considérée comme condamnée. Donc on voit bien comment l'empire de la banane est loin d'être une blague et a eu une réalité géopolitique hallucinante et un impact considérable sur le destin des pays d'Amérique centrale. C'est à tout ça que fait référence le terme de république bananière. En fait, l'expression provient d'un livre de O. Henry, Des choux et des rois, en 1904. Dedans, on y trouve un état imaginaire sous le contrôle d'une compagnie fruitière. En 1904. Donc le livre et l'expression ont précédé la réalité. À la suite des actions de la United Fruit Company, l'expression sert donc à désigner l'ingérence d'une multinationale dans le destin d'un pays. Je cite une définition de république bananière qu'on trouve facilement sur internet. Une république bananière est un pays qui, sous les apparences d'une république, est régi par des intérêts privés. C'est ça, une république bananière. Mais ma question c'est, est-ce que les gens qui l'utilisent aujourd'hui utilisent vraiment l'expression dans ce sens-là ? Est-ce que le sens de cette expression n'a pas dérivé? Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'elle sert surtout à désigner une situation qui n'arrive pas chez nous, qui ne peut pas arriver chez nous. Alors, est-ce que c'est légitime d'utiliser cette expression aujourd'hui? Et dans le cas, par exemple, de l'attaque du Capitole. Pensez-vous, par exemple, que quand George Bush et les autres parlaient des États-Unis comme d'une république bananière, ils s'en prenaient en fait à une entreprise privée qui aurait fait montre d'ingérence dans le gouvernement des États-Unis? Je ne sais pas vous, mais j'ai pas eu l'impression, en regardant leurs différentes interventions, que c'était exactement ça qu'ils voulaient dire. Je vais faire un truc que je pensais pas faire un jour, mais donc je vais le citer. C'est ainsi que les résultats sont contestés dans les républiques bananières et non dans notre démocratie républicaine. Pas de référence explicite à une ingérence ici, mais au processus de contestation des résultats. J'ai du mal, personnellement, à ne pas entendre une vague notion de « ailleurs, ils renversent des gouvernements pour moins que ça, mais nous, on vaut mieux que ça ». Mais je peux me tromper, et voici notamment pourquoi. Voici ce que dit Jeffrey Jones, historien à la Harvard Business School. Il compare la United Fruit Company et son modèle économique prospère, et son manque de considération totale pour les dommages et les séquelles qu'elle a infligés durablement au Guatemala, par exemple, à des compagnies contemporaines. Je cite: aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises numériques qui ont elles aussi des modèles économiques couronnés de succès, mais rien n'indique qu'elles aient la moindre conscience des conséquences sociales de leurs actions. Et je sors cette vidéo alors que de nombreux débats naissent à propos de la fermeture définitive du compte Twitter personnel de Donald Trump. Je dis bien personnel, hein, ils n'ont pas fermé, comme on entend souvent, son compte de président. Il a un compte de la présidence des États-Unis qui est toujours ouvert. Donc bon, voilà. C'est une petite nuance, mais comme je l'entends rarement, je préfère la faire.
Je le dis surtout parce que ça recalibre l'éventuelle question de l'ingérence, et je ne voudrais pas finir sur un flou. Et de toute façon, vous en entendrez parler ailleurs par plus calé que moi, donc allez, il est temps de finir cette vidéo. Bonnie, t'as quelque chose à dire? Oui, le bananier, c'est pas un arbre, hein. Ah bon? Bah non, c'est une herbe. C'est un symbole de fragilité dans le bouddhisme. Eh ben, merci Bonnie. T'es bien loquace quand on parle de plantes, hein, dis donc. Ouais, va savoir pourquoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et abonnez-vous. Enfin, si vous voulez, hein. J'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Vive les bananas parce qu'il n'y a pas d'os dedans. J'aime pas les sucettes, les bonbons fondants. J'aime les bananas parce qu'il n'y a pas d'os dedans.